Chapitre 5. Le retour de la légende du dragon noir. Après l'école, Tao repassa près du monastère, mais après quelques hésitations, renonça à frapper contre la porte et préféra rentrer à la maison. Il voulait parler de son sabre à Maître Fong, mais surtout il voulait le lui montrer. Il descendit en courant pour demander à son père de l'emmener avec lui au temple avec son sabre. Mais lorsqu'il arriva, sa mère était déjà là, en grande discussion avec Chen et quelques hommes du village. Tao s'empressa de demander ce qui se passait. Kimae répondit que 2 des filles qui travaillaient avec elle avaient disparu après la pause, en allant chercher du bois. Pour Tao, le spectre du dragon noir venait de refaire surface et l'angoisse le reprit. Kimae expliqua que le groupe des femmes avait entrepris des recherches 2 heures durant et qu'elle n'avait rien trouvé. Alors elle était remontée au village voir si Chu Feng et Kim Li étaient rentrés chez elle, mais sans succès. Chu Feng et Kim Li étaient toutes les 2 âgées de 17 ans et travaillaient dur, sans jamais se plaindre. Elles n'étaient pas du genre à disparaître comme ça, sans rien dire. Alors que Kimae était très perturbé, Chen réunit quelques hommes du village avec les pères de Chu Feng et de Kim Li. Ils prirent des torches et des armes et partirent dans les bois pour résoudre le mystère de cette étrange disparition. Tous pensaient à Fulung, évidemment. Elle-même encore, une jeune fille est morte dans d'horribles circonstances non encore élucidées avec précision. Kimae était toute tremblante lorsque Tao saisit son sabre à pleine main et lui dit « T'en fais pas, maman, je saurai te défendre. Et si c'est le dragon noir, je le tuerai moi-même avec mon sabre. » On pouvait distinguer au loin les torches des hommes du village partis à la recherche des 2 filles. Le bruit avait très vite couru à travers toute la cité, et bien des personnes s'étaient déplacées jusqu'au restaurant Fleur de Chine en quête d'informations plus précises. La nuit était tombée depuis un bon moment, et personne ne voulait quitter le restaurant. Kimae maintenait ouvert le restaurant et servait uniquement à boire aux clients qui attendaient des nouvelles de cette battue. Les femmes étaient très inquiètes, car le sort semblait s'acharner sur elles, dans de bien tristes et sinistres circonstances. Quelques heures plus tard, le groupe d'hommes partis à la recherche de Chu Feng et de Kim Li rentrait de cette pénible battue, le cœur lourd et l'âme effondrée. En effet, les 2 filles avaient été retrouvées à peu de choses près dans le même état que Fulung. Les pères portaient le cadavre de leur fille dans leurs bras. La garde impériale fut aussitôt alertée et dépêchée sur les lieux. Une rapide enquête conclut aux mêmes circonstances inexplicables, à cette petite nuance près que le corps de Chu Feng était recouvert de petites brûlures. Les corps des 2 jeunes filles furent rendus à leurs parents effondrés. Soudain, dans le cœur des gens, la thèse de l'attaque du dragon noir devenait de plus en plus probante. En effet, outre les lacérations qui auraient pu être effectuées par des griffes ou des dents acérées, les brûlures sur le corps de Chu Feng pourraient fort bien avoir été causées par le feu craché de la bouche même du dragon. Pour conjurer le mauvais sort qui semblait s'acharner sur le petit village, la population s'unit, portait les 2 corps sur un autel spécialement construit pour la circonstance, où les 2 jeunes victimes pourraient rejoindre les terres de leurs ancêtres dans un grand feu rouge sang.
Chaque habitant jetait dans le brasier un objet ou une offrande pour que l'épaisse fumée sombre s'élève assez haute pour apaiser la colère du dragon noir. Tao assista en pleurs, ainsi que ses parents, à l'ensemble de la cérémonie. Un immense chagrin et une grande peur enserraient Tao. Il demanda à son père s'il n'était pas possible de demander de l'aide à Lao Tse-Ming et à ses moines. Il pourrait terrasser le dragon en quelques mouvements. Chen trouva l'idée de Tao intéressante et attendit le jour des offrandes pour introduire cette demande. Tao avait supplié son père pour pouvoir emmener son sabre, mais Chen s'y était fortement opposé. Cette farouche opposition était plutôt surprenante de la part de Chen. Malgré l'interdiction, Tao accompagna son père, mais sans son sabre. En chemin, il demanda à son père de lui expliquer son refus. Chen répondit « Ce sabre m'a été offert par le général Hu Kuai. Ce même général et son armée avaient eu pour mission de combattre et d'exterminer les moines Shaolin. Lao Tse-Ming était un des 5 survivants de ces massacres. Bien sûr, le temps avait passé, mais qui sait combien de disciples Shaolin ce sabre avait ôté la vie. Malgré le caractère officiel d'une récompense pour acte héroïque, cela reste quand même une arme redoutable à qui sait s'en servir. Arrivés sur place, Chen et Tao frappèrent ensemble sur la grande porte. Quelques secondes plus tard, 2 moines les accueillirent avec respect. Tao poussait la petite charrette remplie de nourriture fraîchement préparée, tandis que Chen demandait audience à Lao Tse-Ming. Un émissaire s'en alla demander au grand maître d'accorder un entretien à ses hôtes. Celui-ci les reçut un court instant. « Grand maître, êtes-vous au courant de ce qui se passe au village ?»« Je suis au courant, » rétorqua Lao Tse. « Le malheur a frappé des familles et le deuil a touché le village tout entier. Nous avons prié pour le repos de leurs âmes. Je viens vous demander de l'aide et nous avons besoin de votre savoir pour combattre ce fléau. Il faudrait connaître la nature de notre ennemi pour mener le juste combat, ajouta Lao Tse. Comment pourrions-nous aider à la capture d'un mal dont on ignore le potentiel destructeur? J'ai combattu de toutes mes forces contre les guerriers de l'empereur, nous avons perdu tant de disciples et vécu tant d'oppressions. Notre combat est ailleurs à présent. Le temple doit rester un lieu sacré où naît, vit et se développe l'esprit commun de la paix. Mais les nôtres meurent, s'écria Chen. La mort n'est pas une fin en soi. C'est parfois une délivrance et un perpétuel recommencement. Nous ne pouvons vous aider que dans le juste combat de l'âme. Notre place est ici, dans le temple. L'énergie de chacun d'entre nous doit rester fidèle à la pensée et à la tradition de Shaolin. La sagesse ne consiste pas à tenter vainement d'arracher le bien du mal, mais plutôt à chevaucher cet indissociable ensemble comme le bouchon de liège flotte tour à tour sur la crête et dans le creux des vagues. Pendant que Chen s'entretenait avec Lao Tse-Ming, Tao observait à quelques portes de là une salle où des moines mangeaient d'une bien curieuse manière. En effet, ceux-ci se tenaient debout sur une seule jambe, fléchie, la deuxième ramenée sur la première, le pied posé sur la cuisse. Un bol de riz dans une main, des baguettes dans l'autre, ils ne quittaient cette curieuse position qu'une fois le repas terminé. Derrière la porte, à l'abri des regards, Tao essaya cet exercice. Malgré une imitation méticuleuse de la position, il perdit l'équilibre en arrière, percuta un petit meuble et termina lamentablement sur le dos, les 4 fers en l'air. Fort heureusement, personne ne s'en aperçut. Il se
releva un peu honteux et se dirigea vers une autre salle où des bruits de lames s'entrechoquaient. Maître Fong enseignait aux disciples les techniques de l'épée chinoise, sorte de sabre à lame légèrement cambrée et dont la poignée était ornée d'un pompon rouge. Tao n'en perdit pas une miette, mais sa curiosité allait rapidement le mettre en situation délicate. En effet, il était appuyé sur la porte pour mieux observer, lorsque tout à coup, la serrure à peine engagée laissa subitement les deux battants libres. La porte s'ouvrit violemment, laissant Tao tomber à plat ventre devant lui, au pied même de Maître Fong. Celui-ci prit Tao par le pantalon, le remit sur ses jambes au milieu des éclats de rire des combattants. Tao se sentit un peu humilié et surtout très gêné de s'être fait pincer de la sorte. Sans rien ajouter, Maître Fong prit une épée et envoya Tao dans le rang avec les disciples où il dut participer l'espace de quelques instants aux exercices du groupe. Extrêmement flatté par cette manœuvre du maître, Tao humblement se plia aux exigences de ses nouveaux partenaires. Sans rien dire, il exécuta bon nombre de mouvements corrects, à la stupéfaction de Maître Fong ainsi que de certains disciples. Quelques instants plus tard, Chen passa reprendre Tao en plein exercice et qui n'avait aucune envie de quitter les lieux. Avec fermeté, Chen ordonna à Tao d'obéir. Celui-ci obtempéra, non sans résistance. Ce fut une visite intéressante pour tous les deux. Chen se sentit un peu plus serein et Tao un peu plus fort. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Tao demanda à son père: « Demain sera le 3e jour. Est-ce que Pandit t'a parlé ?» Chen prit un ton grave et fit semblant d'être déçu. « Non, pas encore. Mais cette nuit peut-être. » Tao se mit au lit et pria pour que Pandit tienne le coup sans parler jusqu'au lendemain matin. Puis la tête pleine de rêves et de souvenirs du temple, Tao s'endormit paisiblement. Chen eut plus de mal à s'endormir car tous ces meurtres inexplicables lui faisaient craindre le pire pour sa femme. Kimae eut une discussion avec son mari à propos du travail au champ. Il aurait bien voulu la garder près de lui au restaurant pour y travailler, mais la part de travail et de revenus qu'elle avait était indispensable pour la survie de la petite famille et du restaurant. La lune emporta les corps enlacés de Chen et de Kimae au pays du sommeil dans une tendresse infinie.